Bonsoir à tous. À la une de ce journal présidentiel Gabon 2016, l'opposition gabonaise se déchire autour d'une probable candidature unique de Jean Ping dans la course au fauteuil présidentiel, alors que deux poids lourds de l'opposition ont décidé de rallier Jean Ping pour faire face à Ali Bongo. D'autres candidats de l'opposition contestent le choix de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Pendant ce temps, des Gabonais croisent leur regard sur la réalisation d'Ali Bongo durant ses 7 premières années en tant que président de la République. Écho de cette nouvelle journée de campagne électorale pour la présidentielle 2016, c'est en tout début de ce journal avec nos envoyés spéciaux du côté de Libreville au Gabon. Et ici au Cameroun, l'axe Tombelle-Loum s'est transformé en un gigantesque bourbier au point que des automobilistes peinent à pouvoir se mouvoir sur cette route. Ce mauvais état a donc entraîné la flambée des prix des transports. Ils ont été multipliés par 4 au grand désarroi des voyageurs. La construction du complexe sportif d'Olembe pourra-t-elle être terminée avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun? L'entreprise italienne chargée des travaux assure qu'en l'espace de 2 ans, elle peut construire le stade Olembe de 60 000 places, les terrains d'entraînement et un hôtel de 70 chambres. Les contours de ce gigantesque projet évalué à plus de 160 milliards de francs CFA, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, 2 principaux adversaires du président sortant Ali Bongo ont décidé de rallier Jean Ping dans cette course à la présidentielle, cette course au fauteuil présidentiel au Gabon. Il s'agit de Guy Zumba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, et l'ex-premier ministre Kazimi Oyemba, qui se sont mis d'accord pour retirer la candidature et demander à voter pour Jean Ping. Est-ce que cette candidature commune peut-elle permettre à l'opposition d'amorcer une nouvelle ère au Gabon? On tente tout de suite de joindre nos envoyés spéciaux du côté du Gabon qui suivent pour nous cette campagne électorale pour la présidentielle 2016 pour revenir sur ce coup de tonnerre au sein de l'opposition gabonaise. 2 poids lourds de l'opposition qui ont décidé donc de rallier Jean Ping pour faire face à Ali Bongo dans le cadre de ce scrutin présidentiel. Et avant de pouvoir joindre nos différents envoyés spéciaux du côté de Libreville, je vous propose de suivre des voix dissonantes au sein de l'opposition. L'un des candidats à cette course au fauteuil présidentiel conteste le choix de Jean Ping pour être le probable candidat unique à cette opposition. Il s'agit de Bruno Ben Moubamba qui donc s'oppose au choix donc de Jean Ping, estimant qu'ils n'ont pas été associés aux différentes négociations qui ont conduit à cette candidature, autour de laquelle se retrouve donc Guy Zumba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, et Kazimir Oyemba, ex-premier ministre, qui décide de soutenir Jean Ping dans cette élection présidentielle. Je vous propose d'écouter Bruno Ben Moubamba. Indépendant, mais en réalité candidat du peuple de l'UPG ou candidat du peuple, j'ai été le premier des candidats à demander, pour ne pas me répéter, une candidature unique. J'ai proposé un protocole d'accord à tous les candidats. Un protocole qui insistait sur la nécessité d'avoir au Gabon un président de transition. Certes, Bruno Ben Moubamba n'est pas un milliardaire, il n'a jamais été pédégiste, il n'a jamais géré, mais la moindre des choses que nous attendions, c'était une réponse respectueuse à un candidat. Quelle n'a été notre surprise d'apprendre, premièrement, qu'un conglomérat d'ONG avait décidé de désigner un candidat unique à l'élection présidentielle sans nous consulter. La société civile, c'est la société civile et nous la respectons. Mais la société politique, c'est la société politique.
Les premiers concernés par cette candidature unique, c'est le collège des candidats. Nous n'avons pas été tous consultés. Pire encore, nous avons appris qu'un ensemble de négociations ont eu lieu avec des acteurs que nous connaissons parfaitement pour avoir signé avec eux une déclaration de l'Union sacrée pour la patrie. La signature de Bruno Ben Moubamba à l'Union sacrée pour la patrie n'a pas été prise en compte. Nous n'avons pas été associés aux discussions. Nous considérons cette attitude comme inamicale politiquement. Voilà pourquoi nous décidons que nous n'allons pas rallier la candidature de M. Jean-Ping. Bruno Ben Moubamba surfe sur la mémoire des figures politiques gabonaises pour se présenter comme le candidat idéal pour accéder à la magistrature suprême au Gabon. Le candidat de l'UPG lève un pan de voile sur son programme politique. Avant qu'on ne revienne donc sur le programme politique de Bruno Ben Moubamba, nous allons joindre nos envoyés spéciaux à Libreville au Gabon pour qu'ils nous rendent compte de cette nouvelle journée de campagne électorale où deux poids lourds de l'opposition ont décidé de rallier Jean-Ping pour faire face à Ali Bongo dans la course au fauteuil présidentiel. Nous avons donc en ligne de Libreville en direct avec nous ici à Douala, également en duplex à Libreville au Gabon, nos envoyés spéciaux. Eric Kouamo, bonsoir. Quelle est donc cette nouvelle information concernant l'opposition gabonaise et l'ambiance donc après cette nouvelle journée de campagne électorale au Gabon? Oui, bonsoir Cédric Noufélé, bonsoir Douala, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes à Libreville alors qu'il est exactement 20 h passées d'environ 6 minutes à ma montre. C'est dire que nous sommes en direct sur Equinox Télévision au cœur même de la capitale du Gabon, ici même à Libreville. Vous avez bien fait de parler de cette dernière actualité. Il s'agit d'une évolution tout à fait spectaculaire ou alors une évolution importante dans la quête du pouvoir telle que manifestée par l'opposition gabonaise. Il faut dire que 3 partis de l'opposition ont décidé de faire chemin ensemble en créant une coalition qui est née cet après-midi même et le meeting s'est achevé il y a moins d'une poignée de secondes avant même que vous ne preniez l'antenne là-bas à Douala. Il s'agit précisément de Guy Zouma Ndama qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui avait démissionné, souvenez-vous, pour rejoindre les rangs de l'opposition. Il s'agit de Casimir Oyemba et bien sûr tous les deux ont décidé de faire chemin aux côtés de Jean-Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Il faut dire que c'est un meeting qui a connu une forte mobilisation. Nous qui suivons l'actualité ici dirons qu'il s'agissait de la plus grosse mobilisation de l'opposition depuis le début de cette campagne ici même au cœur de Libreville, puisque des sympathisants et d'autres militants sont venus très nombreux écouter la déclaration commune de ces différentes formations politiques de l'opposition. Ils ont annoncé entre autres qu'il s'agira dans les tout prochains jours, voire les toutes prochaines heures, de se mettre ensemble afin de définir un programme commun qui pourra épouser évidemment les aspirations et les besoins du peuple gabonais. Mais il faut noter que Ali Bongo n'est pas resté indifférent face à cette actualité. Depuis hier d'ailleurs, c'était une nouvelle qui avait pignon sur rue à travers le pays. Nous étions hier à Port-Gentil et il y avait déjà des bribes d'informations puisqu'Ali Ben Bongo, qui était à l'estrade s'adressant aux populations et surtout à ses candidats du PDG, du Parti démocratique gabonais, indiquait clairement qu'il se tissait, qu'il se tramait une coalition au sein de l'opposition, ce qui a été effectif depuis ce matin. Il faut dire qu'il, selon les informations qui nous sont parvenues, c'est depuis 2 heures ce matin que les différents leaders sont parvenus à cet accord. Donc pour Ali Ben Bongo Ondimba, il s'agit simplement de botter en touche cette coalition de l'opposition. Il était lui aussi cet après-midi au pont d'Akébé, le pont d'Akébé qui est un lieu symbolique pour lui, un lieu symbolique pour la famille Bongo ici à Libreville, puisque c'est le quartier qui a vu grandir son papa
Ali Bongo, son papa, Omar Bongo, de regretter mémoire. Mais il faut également noter en termes d'information, vous l'avez peut-être écouté en tout début de ce journal là-bas à Douala, que Bruno Ben Moubamba, ce candidat qui s'était démarqué ou alors illustré en 2009 en orchestrant une grève de la faim pour contester le processus électoral en 2009, une grève de la faim qui avait duré une quinzaine de jours, c'est de solidariser à son tour des leaders, des 3 leaders de l'opposition qui ont décidé cet après-midi de faire chemin ensemble. Donc voilà ce qu'on pourrait dire de l'évolution de l'actualité, les toutes dernières, ici même à Libreville, tout en notant que dans le camp de Jean Ping, il y a eu d'autres défections, puisque des jeunes leaders du parti de Jean Ping ont eux aussi donné un point de presse en tout début de soirée, il y a moins d'une dizaine de minutes. Et à l'heure où je vous parle, nos équipes qui se trouvent sur le terrain nous font état de ce que 3 candidats importants, surtout des jeunes, vous savez, les jeunes qui représentent une forte majorité électorale ici. Donc 3 candidats leaders de jeunes ont décidé de quitter les rangs du candidat Jean Ping. Voilà l'actualité la plus récente, l'actualité la plus fraîche pour ce qui est de la campagne électorale. Mais pour sortir, notons Cédric Noufélé et à tous nos milliers de téléspectateurs que le contexte est évidemment marqué par la célébration de la fête nationale. Vous le savez sans doute, le Gabon a obtenu son indépendance le 17 août 1960, soit 2 jours après l'indépendance du Congo-Brazzaville. Donc demain, il est prévu une manifestation assez importante avec une parade militaire. Et puis tard cet après-midi, le programme officiel du président de la République, par ailleurs candidat sortant, prévoyait un enregistrement officiel de son discours, une adresse à la nation qui sera par ailleurs très attendue puisque ce sera une fois de plus une occasion de répondre de façon considérable à ses détracteurs et d'appeler surtout le peuple gabonais à s'unir pour l'intérêt commun, aller aux urnes pour que le taux de participation se montre plutôt important contrairement aux années précédentes. Mais il faut noter pour sortir que les femmes et les jeunes sont au centre des préoccupations des différents candidats, que l'on soit du camp de l'opposition ou encore de la majorité présidentielle. Les stratégies se structurent davantage autour de la séduction des jeunes qui constitue la masse électorale la plus importante. Nous vous annonçons également que avec un peu de chance, juste après le grand rendez-vous de 20h45, le rendez-vous des femmes, nous pourrons avoir un débat contradictoire avec les candidats à la fois de l'opposition et bien sûr de la majorité présidentielle sur un thème bien précis. Ce débat qui vous sera présenté par l'un de nos envoyés spéciaux ici même à Libreville, Guy Zogo, alors que Eric Massiandjomo suit pour nous en ce moment le dernier développement. Il effectue un balayage à travers les quartiers généraux et les quartiers généraux des différentes formations politiques à l'heure où je vous parle pour avoir les toutes dernières nouvelles que nous mettrons à la disposition de nos nombreux téléspectateurs à travers les différents canaux qui sont les nôtres, les crawls, etc. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire merci à Douala, merci à Carlos Minoué, merci à Jean-Marie Awana, merci à Eric Florent Ouattat qui nous accompagne ici Eric Kwamo en direct de Libreville, à vous Douala. Merci Eric Kwamo pour toutes ces précisions. Vous avez donc suivi la grosse équipe d'Equinox Télévision, nos envoyés spéciaux du côté du Gabon pour vous faire vivre minute par minute l'ambiance de cette campagne électorale pour la présidentielle 2016 au Gabon. Restons au Gabon pour connaître quel est le regard des Gabonais sur le bilan d'Ali Bongo durant ses 7 premières années en tant que président de la République. D'aucuns estiment que la crise du chômage des jeunes, la pauvreté, se sont amplifiées sous l'ère d'Ali Bongo, un avis que ne partagent pas d'autres Gabonais qui apprécient les chantiers infrastructurels en cours de réalisation. Le regard croisé des Gabonais sur le premier mandat présidentiel d'Ali Bongo, c'est dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Guy Zogo et Eric Ouattat. Reportage.
Depuis son arrivée en 2009 à la tête du Gabon, Ali Bongo Ondimba a annoncé des chantiers, des infrastructures tant pour les routes que pour les logements sociaux. À ce sujet, les avis des bénéficiaires de ces investissements sont très divergents. Il y a ceux qui n'ont vu aucun changement, comme à Kingele. Nous sommes très défavorisés, alors que nous sommes en pleine ville de Libreville. Ça se voit, un quartier à moins de 5 km de la présidence ne peut pas être dans ces conditions-là. Puisque moi-même je suis dans les BTP, je suis conducteur d'engin, je connais ce qu'on appelle une route. Ça ne marche pas. Vraiment, la vie dans ce quartier, c'est pas la peine. Si on n'avait pas des gens qui se soucient des jeunes Gabonais, vu ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas, sans vous le cacher. Pour cela, le président sortant n'obtiendra pas leur suffrage le 27 août prochain. Je me vois mal qui va être élu par les Gabonais. À moins c'est ceux-là qui sont encore, qui n'ont rien dans leur tête. En revanche, il y a ceux qui se félicitent des chantiers lancés par le président Ali Bongo et roulent à fond pour lui, notamment à PK8. En ce qui concerne les infrastructures, le président travaille. La preuve, c'est que nous avons le marché banane et le tronçon PK5, PK12. Nous remarquons que les travaux avancent progressivement. C'est une bonne chose, l'agrandissement, c'est une bonne chose. C'est pour embellir aussi le paysage de la ville. Je vous remercie. Ça avance, avec la grâce de Dieu. On est là, on lutte un peu quoi. Sinon, c'est bon. Argument contre argument, les Gabonais sont plus que jamais à l'heure d'un choix crucial. Dans ce chapitre consacré aux présidentielles africaines, c'est un vent de contestation qui souffle en Gambie après la victoire du président Edgar Lungu qui a remporté donc l'élection avec 50,3% de suffrage, une victoire que conteste son principal adversaire qui dénonce les tricheries durant le dernier scrutin présidentiel, une victoire célébrée sous forme de contestation en Gambie. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, l'axe routier Loum-Tombel s'est transformé en un véritable bourbier, gigantesque pour les automobilistes et usagers. Ce mauvais état de la route impacte sur le transport des voyageurs. Les prix ont été multipliés par 4 au grand désarroi des usagers. Jacquino Molon et Étienne Pascal Azégué. Les usagers qui souhaitent rallier la ville de Kumba, partant de Loum, doivent affronter ce lac artificiel qui s'est formé en pleine chaussée. Seuls les véhicules de marque 4x4 et les camions se permettent le luxe de braver ce parcours du combattant. Les populations sont désormais contraintes de payer le prix fort pour parcourir les 35 km qui séparent Kumba dans la région du sud-ouest à Loum dans la région du littoral. Comme c'est la saison pluvieuse, nous payons environ 2500 pour Kumba. Nous attendons beaucoup à l'État qu'il nous aide peut-être à bitumer cette route parce que nous souffrons beaucoup. Ces populations ont entrepris de rembler le lac artificiel à la main. On ne savait pas comment on va faire pour le rentrée scolaire. On a fait la cotisation de 500 000 francs tous les chauffeurs pour mettre le carburant dans la voiture, pour venir mettre le gravier ici là. L'état de cette route qui rallie la région du sud-ouest à celle du littoral s'est dégradé au fil des années sous le regard indifférent des pouvoirs publics. En 1960, on avait le goudron ici. Et si la route est dans cet état, on ne peut pas dire que l'État a bien pris soin de cette route-là. Ces populations qui souffrent le martyre aujourd'hui disent pourtant avoir apporté leur soutien aux partis au pouvoir, notamment le RDPC, lors des récentes consultations électorales. Donc on supplie pour que le président du Cameroun il entende
comment nous, les gens du gouvernement Ngouba, on lui donne souvent 100% Oui, donc il faut qu'il nous comprenne aussi comment nous on souffre ici là. En attendant que cette route soit réhabilitée, les usagers qui veulent rallier Bamenda, partant de Kumba, doivent désormais passer par Baikoko, Tiko et Boya. Des litiges fonciers n'en finissent plus. Dans le 3e arrondissement de Douala, les populations ont à nouveau manifesté pour s'opposer à leur déguerpissement sur un site de 15 hectares sans présenter un titre foncier. Elles disent avoir acquis les droits de résidence et d'occupation sur ce terrain. De l'autre côté, un groupe de personnes revendique cette propriété foncière. Les autorités se sont saisies de ce dossier. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Arrondissement de Douala 3e, au lieu dit Yassa Village ce mardi, le ton est à la contestation. Un groupe d'une dizaine d'habitants a investi une parcelle de terrain de 15 hectares. L'espace leur aurait été vendu par le sieur Daniel Dipoko, aujourd'hui décédé. En face, il y a la famille Yakamba, constituée des cousins de Daniel Dipoko, qui revendiquent la propriété du terrain querellé et qui serait en quête d'un titre foncier pour la cause. Cela dit, l'on peut se satisfaire de l'apaisement dans lequel le conflit se déroule pour l'instant. Car dans les grandes métropoles camerounaises, des conflits pareils ont coûté la vie à plusieurs Camerounais. Le plus souvent, il y a en toile de fond des histoires de double vente de terrain et de double titre foncier avec la complicité des responsables plus ou moins élevés dans la chaîne administrative. Autre problème, la difficulté d'accès à la terre au Cameroun. Même si un texte du Premier ministre publié en juin dernier allège les procédures, on attend de voir. À l'occasion de la rentrée judiciaire de l'année 2013, le procureur général près la Cour suprême à l'époque, Rissouk Amoulan, publiait une réflexion dans laquelle il suggérait à l'État de réformer la législation foncière au Cameroun et d'opter pour des textes axés sur les besoins de développement économique au regard de la multiplication des litiges fonciers. Cette proposition trouve en effet son fondement dans la complexification des procédures d'accès à la terre dans notre pays. D'aucuns évoquent avec nostalgie l'époque coloniale où la partie anglophone, sous administration britannique, accédait aisément à la terre, la législation de l'époque privilégiant le régime de jouissance, connu avec le Certificate of Occupancy, plutôt que le régime de propriété, en vigueur depuis les textes d'application des ordonnances du 6 octobre 1974 sur le régime foncier, domanial entre autres. À côté, il faut relever les immatriculations frauduleuses des terres par les riches au détriment des moins nantis qui n'ont que leurs yeux pour pleurer leurs terres. Ils sont déjà nombreux à se bousculer devant les bureaux des intendants pour faire inscrire leurs enfants dans la perspective de la rentrée scolaire 2016-2017. Ces parents souhaitent régulariser au plus tôt la situation de leurs enfants. Cependant, certains établissements scolaires traînent encore les pieds. C'est le constat que fait Sylvestre Zangaou dans ce reportage. Les portes grandes ouvertes, le lycée bilingue de Deido vibre bel et bien au rythme des inscriptions. Une longue file d'attente s'est formée très tôt le matin devant le bureau de l'intendant. Des parents se bousculent pour être parmi les premiers à inscrire leurs enfants. J'ai quatre enfants. C'est pour ça que bon, je me précipite d'abord à les inscrire d'abord tous avant la fin du mois, avant d'entamer la procédure des fournitures. On est content d'attendre. L'essentiel est que l'enfant soit inscrit. Nous sommes habitués pour l'intérêt de l'enfant parce que si l'enfant n'est pas inscrit à temps, ça fait, bon là maintenant je peux un peu aérer parce que je crois que ceux qui viendront à la rentrée, à la veille, la file sera plus longue que celle-ci. Il faut attendre parfois plusieurs heures pour être servi. Et les lamentations ne manquent pas. Déjà, il y a des bousculades. Donc, si déjà on peut attendre une temps, se faire inscrire, ce n'est pas évident. Le lycée devrait s'organiser autrement pour que ce soit fait. Peut-être à la circonstance, créer plusieurs guichets de paiement, pourquoi pas. Il n'y a qu'une seule caisse, malheureusement. Il n'y a qu'une seule caisse et c'est la même chose chaque année. On est obligé de s'aligner. Le proviseur est en congé, mais le censeur ainsi que les autres membres de l'administration s'assurent que tout se déroule dans de bonnes conditions. Ça se passe bien, tout est calme. La difficulté principale, c'est-à-dire que l'engouement des parents. C'est-à-dire que non seulement ils ont de l'engouement, mais aussi ils sont pressés, ils ne sont pas patients. Ils se disent que dès qu'ils arrivent là, ils donnent de l'argent, on délivre le reçu. Or, en matière de finances, ce n'est pas ça.
Il faut s'assurer que le nom de l'enfant est repéré, il faut s'assurer que bien les frais de ceci sont donnés, les frais de ceci-là sont donnés. Au lycée d'Oyak, à Douala 3e, les inscriptions sont également effectives. Le proviseur, en poste, supervise lui-même l'opération. Comme une épée de Damoclès, la circulaire du ministre des Enseignements secondaires, fixant les effectifs par classe, plane et impose le respect des instructions de la hiérarchie. J'ai eu à refouler une dame ce matin qui est venue avec une recommandation. Bon, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible et qu'on va s'en tenir à 60 élèves, c'est affiché. Au lycée d'Aqua, ce mardi 16 août 2016, il n'était pas encore possible pour les parents d'inscrire leurs enfants. Il leur a été demandé dès l'entrée de revenir un autre jour. Il faut venir tôt pour ne pas avoir les bousculades. Depuis l'autre semaine que j'ai été ici, je croyais que c'était déjà ouvert. Ce n'est pas encore ouvert jusqu'à présent. On ne connaît pas ce qui se passe. Effectivement, ça n'a pas encore commencé. Mais le monsieur que j'ai rencontré a dit qu'il faut passer plutôt lundi pour de plus amples renseignements. Le proviseur absent de l'établissement, les censeurs interrogés par le reporter, ont fait savoir qu'ils ne pouvaient apporter aucune réponse à cette situation. À suivre dans le chapitre sport de ce journal, les raisons de la démission de la présidente du club Dynamo de Douala et le prix décerné à Equinox Télévision pour son engagement dans la promotion du sport au Cameroun. Mais avant, une question tarot de l'esprit de l'opinion nationale. La construction du complexe sportif de l'Embé pourra-t-elle être terminée avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun? L'entreprise italienne chargée des travaux affirme qu'elle peut réaliser en l'espace de 2 ans le stade de 60 000 places, les 2 terrains d'entraînement et un hôtel de 70 chambres. Ce gigantesque projet est évalué à plus de 160 milliards de francs CFA. Les différentes conventions de crédit ont été signées ce jour à Yaoundé. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Selon les pouvoirs publics, c'est une infrastructure futuriste qui sortira de terre au quartier Olembe à Yaoundé. Un stade de 60 000 places assises et 2 terrains d'entraînement, tous calqués sur le modèle de la Juventus de Turin en Italie. Le coût total des travaux est de 163 milliards de francs CFA, financés à hauteur de 85% par l'Italie et 15% par le Cameroun. L'apport de l'institution financière italienne, qui représente 85% de ce coût global, s'élève à presque 139 milliards de francs CFA sous forme de prêts déclinés en 2 volets ainsi qu'il suit. D'abord un crédit acheteur d'un montant de 111,52 milliards de francs CFA garanti par la SACE, qui est l'agence du gouvernement italien de garantie à l'export, et ensuite un crédit commercial lié d'un montant de 29,027 milliards de francs CFA. Il s'agit donc d'un financement consistant, appelé à être complété par une contrepartie camerounaise de 24 milliards et demi, représentant 15% du coût du projet. En plus des stades, il est prévu également l'aménagement des espaces commerciaux et des structures d'hébergement d'une capacité totale de 70 chambres. 2 conventions de crédit pour la construction du complexe sportif d'Olembe ont été signées à Yaoundé entre la partie camerounaise et la partie italienne, qui explique que le chantier sera livré fin juin 2018, c'est-à-dire 7 mois avant la CAN 2019. On a fini toutes les études, et on a fini tous les différents stages, on a fini un grand pourcentage de travaux de terrassement. Et en fait, on va être prêt pour commencer avec les fondations et les structures dans quelques semaines. Je sais que le CAN, c'est à janvier 2019, mais notre plan et notre programme et planning, jusqu'à maintenant, on respecte ça et on va continuer à respecter ça. C'est pour finir le travail le fin de juin 2018. Après Yaoundé, on annonce pour bientôt une autre signature de convention, à Douala cette fois, pour la construction d'un stade de 50 000 places à Japoma.
Le Cameroun dispose de jeunes talents capables d'assurer la relève dans les sélections nationales de certaines disciplines sportives. Ils ont été détectés lors d'un camp d'entraînement baptisé Rising Star à Yaoundé et au cours de la cérémonie de clôture. Les organisateurs ont décerné un prix à Equinox Télévision pour son engagement dans la promotion du sport au Cameroun. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le prix du grand média. Un prix pour Equinox Télévision. La Student Athlete Academy reconnaît le travail abattu par votre chaîne, notamment dans le cadre de la promotion et de l'accompagnement du sport au Cameroun. Le prix a été remis à l'occasion de la clôture du camp d'entraînement multisport Rising Star organisé par la Student Athlete Academy à Yaoundé. Pendant un mois, de jeunes enfants âgés entre 6 et 15 ans, puis 16 et 20 ans, ont été formés à la pratique de plusieurs disciplines sportives, en l'occurrence le football, le tennis de table, le judo et le volleyball. Il était question d'encadrer les jeunes pendant les congés et de faire en même temps de la détection avec la collaboration des fédérations. Il était question d'aller chercher chez les tout petits qu'est-ce qu'il y a de possible demain, d'aller détecter ces étoiles montantes du sport. Une passion, un talent, un avenir. C'est le slogan de cette première édition de Rising Star. La formation s'est déroulée en 2 phases. D'abord les entraînements pendant 2 semaines. Ensuite la compétition pendant 10 jours sous le parrainage de Rigobert Song-Bahanak, ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun. Quand j'ai commencé à faire cela, je suis devenue plus forte. J'ai eu plus de courage qu'avant et j'ai appris que quand on fait une bataille, l'important ce n'est pas de gagner mais d'apprendre et qu'il faut aussi utiliser son intelligence. Si tu veux vraiment gagner, utilise surtout ton intelligence que ta force. Là, ma salle, d'abord premièrement, je me dis que c'est une école qui permet à se maîtriser. La compétition a été très bonne. J'ai eu des adversaires redoutables parce que j'ai eu de la peine quand même à combattre. Mais comme tout champion, on doit gagner et perdre. Donc, mais homme que la cérémonie s'est très bien passée, s'est très bien déroulée. À l'heure du bilan, des diplômes sont remis aux plus méritants. Mais c'est à titre symbolique, car le plus important, dit-on, était de conduire ces jeunes vers la réalisation de leurs rêves. Quelques-uns parmi eux ont d'ailleurs marqué les esprits. Ils pourraient intégrer à l'avenir les sélections nationales des disciplines concernées. Nous avons détecté, nous avons ouvert des fichiers que nous allons remettre aux fédérations nationales. Nous allons orienter maintenant ces enfants-là vers les clubs et ça, les fédérations sont là pour ça. Le camp d'entraînement multisport Rising Star s'inscrit dans la durée. La première édition au campus de l'Institut supérieur Ndissamba à Yaoundé s'est achevée dans une ambiance festive. Des prestations artistiques ont agrémenté la cérémonie. La présidentielle gabonaise ne laisse pas indifférente la classe politique camerounaise et l'absence des femmes parmi les candidats à cette élection présidentielle préoccupe la vice-présidente de l'Internationale socialiste, Chantal Kambiwa, l'invitée de la deuxième partie de ce journal. Elle évoquera également la campagne lancée par l'ONU Femmes au Cameroun, Hifrochi, pour l'égalité des sexes et la promotion des droits des femmes. Mais il y a d'être aux femmes, une autre femme qui a décidé de jeter l'éponge 3 semaines après un grave accident de la circulation dont a subi son équipe de football, Dynamo de Douala. Il s'agit de la présidente Ngormoira Marthe, épouse Dick Congo, qui a décidé cet après-midi de claquer la porte du club Dynamo de Douala. Elle démissionne à 7 journées de la fin du championnat donc de 2e division. Son club qui occupe la 12e place et est à 32 points seulement. L'équipe joue demain, mercredi, au stade de la réunification de Douala contre Douala Athletic Club. Je vous propose à présent d'écouter la désormais ex-présidente du club de football Dynamo de Douala. L'année dernière, tout le monde connaît les malheureux événements que Dynamo a connus. J'ai trouvé très insoutenable que je me retrouve en train de payer les cercueils des enfants toute seule.
La Ligue a quand même fait ce qu'elle a pu faire, c'est-à-dire 300 000 francs par famille. Mais c'est pas... aucune élite n'était là, personne n'était là. Tout le comité des sages absent, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, même psychologiquement. Le peuple Mpo Bassa Bati n'est pas présent. Je trouve ça suffisamment grave. Ce n'est pas acceptable. Quand tu te mets à la famille des enfants qui sont partis, ou encore cette année où je rendrai éternellement grâce à Dieu que après l'accident qu'il y a eu le 31 juillet, qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine, mais là encore, on n'est pas à côté de la catastrophe. Actuellement, il y a encore des gens qui sont à l'hôpital et qui vont siéger peut-être 4 ou 5 mois à l'hôpital. Donc, on est vraiment passé encore à côté de l'hécatombe. Là encore, ils ont brillé de leur absence. Ils ne sont pas là financièrement, ils ne sont pas là physiquement, ils ne sont pas là psychologiquement. Ce n'est pas humain de faire ce genre de choses. Et moi, je ne vais pas être à la tête de ce genre de choses. Voilà mes raisons, les raisons principales pour lesquelles je parle de Dynamo. Toujours dans ce chapitre, les différentes combinaisons des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Coton Sport de Garoua croisera le fer avec UMS de Loum. FC Yaoundé sera face à Charité Djebem. Et Colombo donc affrontera Lyon blessé. On a International donc qui sera face à Talent d'Afrique. Aigle face à New Star. Canon affrontera Bamboutos. Panther croisera le fer avec APEGES. Et Espoir Mbalmayo sera face à Dragon. Également, donc voilà donc les combinaisons des 8e de finale de la Coupe du Cameroun. Et une dernière note avant la deuxième partie de ce journal. Pierre Milo Munjo n'est plus l'ancien délégué général à la Sûreté nationale, est décédé ce matin des suites de maladie. Ancien patron de la police camerounaise, il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Mesdames, Messieurs, dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Chantal Kambiwa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Forum des femmes d'Afrique post-2015, vice-présidente de l'Internationale socialiste, également directrice exécutive de l'ONG Servitas Caritas, qui milite également pour la promotion des droits des femmes. Mais avant qu'on arrive à une question qui concerne les femmes, vous n'êtes pas indifférente à cette campagne électorale qui se tient au Gabon, où l'on note qu'il n'y a aucune femme parmi les 14 candidats en lice, alors qu'il y a 7 ans, 3 femmes figuraient parmi donc, les prétendantes au fauteuil présidentiel. Ah oui. Est-ce que c'est un manque d'ambition des femmes gabonaises? Non, pas du tout. Je voudrais d'abord apporter un correctif, c'est Servitas Cameroun. C'est l'ONG Servitas Cameroun. Non, c'est pas du tout parce qu'elles sont indifférentes. Moi-même, en tant que femme et en tant que femme politique, je suis désagréablement surprise parce qu'en 2009, nous avons quand même vu un élan où il y avait 3 femmes. Et nos réseaux sur le terrain ne nous ont pas toujours rapporté le feedback de cette absence de femmes, de cette campagne, de cette présidentielle 100% masculine au Gabon. Est-ce que ça traduit un manque d'ambition politique de la part des femmes gabonaises? Non, pas du tout. Ça traduit tout simplement un environnement très hostile à la participation de la femme, alors qu'on sait bien qu'elle doit participer à tous les niveaux, et sans cette participation, il n'y a pas de développement, et un développement qui soit véritablement durable. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on aille au-delà des chiffres. Aujourd'hui, en 2016, nous ne pouvons pas seulement nous arrêter sur le fait que la femme est absente. Il faut bien comprendre les incidents sur le développement des pays. Alors, vous avez suivi depuis le début de cette campagne électorale au Gabon, sur Equinox Télévision, les différentes interventions des candidats à cette élection présidentielle. Est-ce que dans le programme politique, vous avez perçu qu'il y a des préoccupations liées à la promotion du genre et bien sûr à l'éducation de la jeune fille? Écoutez, monsieur Noufélé, ça devient comme une mode. Mettre ces préoccupations dans les discours, on en voit partout. Mais le problème aujourd'hui, c'est la mise en œuvre effective. C'est de là où nous